Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Platon et de la corruption. Alors pourquoi ce thème de la corruption ? Eh bien parce qu'il y a chez Platon une vision de la nature humaine, et plus généralement une vision de l'univers et de ses lois, qui va nous permettre de comprendre en quoi les êtres humains, vous, moi, nous tous, serions fondamentalement corrompus. Alors bien sûr, en disant ça, j'ai conscience que beaucoup parmi vous vont soit ne pas être d'accord, soit vouloir en savoir plus. Qu'est-ce que ça veut dire que nous serions tous corrompus ? Est-ce que ce n'est pas une manière un peu expéditive de juger l'être humain ? Est-ce que ce n'est pas un peu facile, un peu convenu, de dire que l'être humain est un être corrompu ? On entend ça depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse. Le péché d'Adam et Ève, la soumission d'Adam et Ève à la tentation du fruit défendu, l'expulsion du Jardin d'Éden, ce serait la marque de notre corruption, c'est-à-dire de notre éloignement vis-à-vis de Dieu et du bien. Et c'est une idée qu'on retrouve dans toute l'histoire de la pensée occidentale. On la retrouve chez Pascal, au XVIIe siècle. Pascal qui reprochait à l'homme sa concupiscence, autrement dit, son penchant à l'envie, son penchant au vice. Hobbes partageait ce point de vue, quand il disait que l'homme est un loup pour l'homme, et que la seule chose qui motive l'être humain, c'est la satisfaction de ses désirs égoïstes, et notamment de ses désirs matériels. Et c'est finalement le même constat que feront les philosophes libéraux au XVIIIe siècle. On peut penser par exemple à Helvétius, qui avait une phrase absolument lumineuse sur la question. Il disait « Si l'univers physique est soumis à la loi du mouvement, l'univers moral est régi par la loi de l'intérêt. » C'est une formule radicale, mais c'est une formule qui a le mérite de la clarté. À savoir que pour les libéraux, il ne faut pas chercher à rendre les hommes vertueux, parce que ça ne marche pas. Il ne faut pas chercher à rendre les hommes vertueux, il ne faut pas chercher à corriger leurs vices. Il faut au contraire reconnaître nos vices. Il faut reconnaître notre nature corrompue et essayer de faire avec. Et faire avec, ça voulait dire pour les libéraux, trouver le moyen de réguler l'égoïsme des hommes, trouver un moyen de satisfaire cet égoïsme, sans que cela ne mette à mal la coexistence entre les membres de la société. Ce moyen, ce sera le marché. Donc vous voyez que la corruption de l'homme, l'idée que l'homme est un être fondamentalement avide et égoïste, c'est une vieille histoire. Et quelle que soit notre opinion sur la question qui se pose, c'est d'où vient cette idée ? D'où vient cette idée que l'être humain serait corrompu ? Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on trouve chez Platon, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'idée que la corruption est non seulement une propriété des hommes, mais surtout qu'elle est une propriété de notre univers lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire que la corruption serait une propriété de notre univers ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors pour commencer, la première chose à élucider, c'est qu'est-ce qu'on appelle la corruption ? Au sens courant du terme, la corruption, c'est le fait d'aller à l'encontre de ses principes, d'aller à l'encontre de ses valeurs morales, en échange d'un profit matériel. Donc on dira qu'une personne est corrompue quand, par exemple, elle acceptera de mentir contre de l'argent, quand elle acceptera de fermer les yeux contre des avantages, ou quand elle fera usage de son autorité pour obtenir certaines faveurs. Donc ce qui constitue l'essence de la corruption, ce n'est pas simplement d'agir contre la morale,
ce n'est pas simplement d'être malhonnête. C'est d'être malhonnête en échange d'une récompense matérielle. Et pourquoi cette précision est-elle importante ? Parce qu'en fin de compte, le malhonnête qui ne reçoit pas d'avantage en échange de sa malhonnêteté, le malhonnête bénévole, si je puis dire, eh bien finalement, il est moins corrompu que celui qui l'est par intérêt. Le malhonnête bénévole, il n'a pas besoin d'être rétribué pour sa malhonnêteté. Il n'attend pas une récompense pour être malhonnête. Il l'est spontanément. En d'autres termes, le malhonnête bénévole est beaucoup plus en accord avec lui-même. Il est fidèle à lui-même. Alors que le malhonnête corrompu, le malhonnête qu'on peut soudoyer, c'est une motivation extérieure qui influence son comportement. La motivation de l'intérêt. L'individu corrompu, c'est celui qui fait par intérêt ce qu'il ne ferait pas sans cet intérêt. Alors il y a des tas de choses qu'on fait par intérêt, et non pas par passion ou par conviction. Se lever le matin pour aller travailler. Pour au moins 90% des gens, ce n'est pas par plaisir. Ce n'est pas par motivation intérieure qu'on accepte de faire un boulot usant. C'est par une motivation extérieure. Gagner de l'argent pour remplir le frigo. Mais est-ce qu'on peut appeler ça de la corruption ? Pas vraiment. C'est d'abord une nécessité. Donc si agir par nécessité, c'est être corrompu, nous sommes tous corrompus. Et surtout, rappelons ce qu'on disait tout à l'heure, être corrompu, c'est accepter de faire quelque chose dont on sait que cela va à l'encontre de la morale. C'est accepter de faire quelque chose dont on sait que ce n'est pas juste. L'arbitre de foot corrompu, le juge corrompu, l'homme politique corrompu. Non seulement la corruption n'est pas pour eux une nécessité vitale, mais surtout, ils savent très bien que ce qu'ils font n'est pas juste. Ils savent très bien qu'aucun système moral ne peut venir à leur secours pour justifier leur corruption. À part peut-être le nihilisme. Et c'est ce qui fait que la corruption fait partie des choses qui sont généralement assez mal perçues. Pourquoi ? Bien parce que si on peut acheter la conscience de quelqu'un, si on peut téléguider son comportement par de l'argent, eh bien ça veut dire que la personne renonce à sa conscience. Et si elle renonce à sa conscience, elle perd quelque chose d'essentiel à son statut d'être humain. Ce qui caractérise l'être humain, c'est sa possibilité de dire non. C'est sa possibilité de placer des valeurs au-dessus de l'intérêt matériel. Autrement dit, de ne pas être l'esclave de l'intérêt. L'individu corrompu, c'est l'individu dont la conscience est monnayable. C'est l'individu dont la conscience est achetable. Et qu'est-ce qu'on achète à l'individu corrompu ? On achète le silence de sa conscience. Le bâillonnement de sa conscience. Et si on peut acheter le bâillonnement de sa conscience, si on peut faire en sorte que la conscience de la personne se soumette au désir d'une autre conscience, eh bien, anthropologiquement, ça signifie que la personne n'en est plus totalement une. Ça veut dire que l'individu n'est plus son propre maître, mais qu'il devient le serviteur d'une conscience extérieure qui a les moyens matériels de se l'approprier. C'est ce que Hegel appelait la conscience servile. La conscience qui renonce à sa souveraineté et qui se donne au plus offrant. Emmanuel Kant disait que le sens moral, c'est ce qui fait la différence entre une personne et une chose.
Si vous lancez une pierre dans l'eau, la pierre n'a aucun moyen de dévier de la trajectoire que vous lui aurez impulsée. Parce qu'elle n'a pas de conscience, parce qu'elle n'a pas de volonté issue de sa conscience, et donc elle n'a pas la possibilité de déterminer elle-même sa trajectoire. Mais une personne, vous ne pouvez pas l'envoyer où vous voulez. Vous ne pouvez pas lui faire ce que vous voulez. Parce que la personne n'est pas seulement un corps, elle est une conscience. Et parce qu'elle est une conscience, ses actions sont déterminées par sa volonté. On ne peut pas manipuler une personne comme on manipule une chose. Parce qu'un être humain n'est pas une marionnette. Autrement dit, parce que l'être humain a la capacité de refuser qu'on dispose de lui. Et c'est justement pour ça que le seul moyen de manipuler une personne, manipuler au sens littéral, comme on dit qu'on manipule un objet, le seul moyen de manipuler une personne, c'est de manipuler sa volonté. C'est de convertir sa volonté. Si vous trouvez le moyen d'influencer la volonté de l'individu, vous n'avez plus besoin de le contraindre. Vous avez simplement à lui proposer une offre qu'il ne peut pas refuser. Une offre qui va peser dans la balance plus lourd que sa conscience morale. Et dès lors que vous vous êtes approprié sa volonté, vous vous êtes approprié les manettes de son comportement. Vous vous êtes approprié la télécommande de ses actions. Et alors la personne devient littéralement votre chose. La corruption, c'est ce qui fait qu'une personne accepte de devenir une chose, qu'elle choisit de devenir une chose, autrement dit, qu'elle use de sa liberté pour vendre sa liberté. Seul un être libre peut être dit corrompu. Parce que seul un être libre a la possibilité de monnayer sa conscience. Et donc de choisir librement de renoncer à ses principes. Et si la corruption est aussi mal vue, si elle est souvent perçue comme relevant de la laideur morale, je mets des guillemets, c'est précisément parce qu'elle consiste dans un abandon d'une partie de notre humanité, à savoir notre conscience et la liberté qui en découle. On a vu dans l'épisode sur Sartre et l'amour que ce qu'on cherche à travers l'amour, c'est à s'approprier l'autre comme être libre. Pas à s'approprier l'autre comme un automate. Pas à s'approprier l'autre comme un petit toutou. Parce qu'alors, l'autre n'est plus aimable, étant donné qu'il perd symboliquement son statut de personne. C'est-à-dire son statut de conscience souveraine. On ne peut pas aimer celui qui renonce à sa liberté, parce qu'on ne peut pas aimer une chose. Donc si on parle de laideur morale à propos de la corruption, si on est aussi sévère dans notre jugement, c'est pour ça. Parler de laideur morale, parler de pratiques sales, voyez tout ce champ lexical de la dégradation. C'est la dégradation de l'être humain qui n'accorde pas de valeur à son indépendance morale. De l'être humain pour qui la dignité a un prix et qui, ce faisant, consent à sa marchandisation. Donc la corruption morale, ce n'est pas tant le fait de commettre des actes considérés comme illégitimes, parce qu'après tout, qui juge de ce qui est légitime ? La corruption morale, c'est le fait d'aller à l'encontre de notre conscience, à l'encontre de notre propre conception du légitime, parce qu'une autre conscience a le pouvoir d'acheter notre consentement. La corruption, c'est le fait de dire à sa propre conscience « tais-toi ». C'est le fait de dire à sa conscience « arrête de faire du bruit, tu me déranges ». Parce que lorsque je t'entends, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas
oublier mes principes comme je le veux. La corruption, c'est lorsque la conscience choisit librement de ne plus être une conscience libre. Donc ça, c'était pour le sens courant du mot corruption, la corruption au sens moral. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la corruption, ce n'est pas une notion qui concerne uniquement la morale. C'est aussi une notion qu'on trouve en physique. Et vous allez voir qu'il y a peut-être justement un lien à faire entre les deux. Au sens physique, la corruption, c'est la détérioration progressive de la matière. Alors, dans le langage courant, on n'emploie pas vraiment le mot corruption dans ce sens. On parle plutôt d'usure, usure pour un objet. On parle de vieillissement pour un corps. Mais dans les deux cas, il s'agit bien d'une corruption, au sens où il s'agit d'une dégradation de la matière. Et d'ailleurs, remarquez une chose, c'est que quand on parle d'un fruit qui se corrompt, on dit que le fruit pourrit. Or, dans le langage familier, un pourri, c'est une personne corrompue. Donc entre la corruption physique et la corruption morale, il y a bien un rapport d'analogie. Si la corruption est une dégradation, la corruption physique, c'est la dégradation du corps, et la corruption morale, c'est la dégradation de la conscience. Donc c'est la même chose, appliquée à des domaines différents. Au corps et à l'esprit. Et on peut prolonger l'analogie. Un corps jeune, c'est un corps qui n'a pas encore entamé son processus de dégradation. De même qu'une conscience jeune, c'est une conscience naïve, une conscience pure et innocente. C'est une conscience qui n'a pas encore été usée par l'expérience de la vie. D'ailleurs, c'est souvent quand on est jeune qu'on est le plus idéaliste, qu'on a les aspirations les plus pures, parce qu'on n'a pas encore vraiment vécu, parce qu'on est inconscient de ce que la vie est capable de mettre comme épreuve sur notre chemin. Et plus la conscience se frotte au monde et à ses difficultés, plus elle se frotte à la souffrance, au mensonge, à la trahison, plus elle perd de son innocence. Plus la conscience acquiert de l'expérience, plus la pureté finit par nous apparaître comme de la naïveté et la corruption comme du réalisme. Une conscience expérimentée, c'est une conscience qui a renoncé à l'idéal, parce qu'elle sait que le monde n'est pas idéal, et que s'accrocher à cet idéal, s'accrocher à la pureté, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Et là, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose de très important pour la suite, qui est que, depuis tout à l'heure, les mots qu'on utilise, corruption, idéal, pureté, eh bien il se trouve que ce sont les mots de la métaphysique de Platon. Or, pour Platon, la corruption ne se résume pas seulement à la corruption morale. Elle ne se résume pas non plus à la corruption de la matière. Elle est tout ça à la fois, et plus encore. Pour le dire simplement, chez Platon, la corruption est une loi de notre monde. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Pour Platon, le monde que nous habitons, le monde terrestre, ce qu'il appelle le monde sensible, c'est un monde corrompu. Pas corrompu au sens où les êtres humains seraient tous des vendus. Corrompu au sens de soumis à la loi métaphysique de la dégradation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que tout ce qui existe est voué à disparaître. Tout ce qui existe est voué à la décomposition. Donc ça concerne aussi bien les objets inanimés, les objets fabriqués par l'homme, cette table, cette chaise,
ce stylo, mais ça concerne aussi, bien entendu, les êtres vivants. Tout ce qui vit finira par mourir. Tout ce qui existe finira par disparaître. De ce point de vue-là, nous sommes tous des locataires de l'existence. Comme le disait Heidegger, nous sommes des êtres vers la mort. Nous sommes des êtres qui avons conscience d'avancer inexorablement vers l'heure de notre disparition. Et c'est pas une affaire. On s'en remettra très bien. La mort, c'est d'abord le problème des vivants. Donc tout ce qui vit est condamné à mourir, tout ce qui fleurit est condamné à faner. Et d'ailleurs, c'est amusant qu'on utilise le mot mortel comme un synonyme du mot vivant. Un vivant, c'est un mortel. Drôle de paradoxe. Mais en réalité, ce paradoxe n'en est plus un dès lors qu'on comprend que tout ce qui vit est par essence voué à mourir. Naître, c'est partir vers la mort. Et là où nous avons tendance à voir la naissance et la mort comme des termes qui s'excluent, il faut au contraire y voir deux réalités indissociables. Les deux faces de la même pièce. La naissance et la mort sont constitutives d'une seule et même réalité qui est la vie. Alors expliquons un peu ça. D'un point de vue purement individuel, notre vie, c'est tout ce que nous avons. Et notre mort, c'est la mort de tout ce que nous avons. En ce sens, chaque mort est une fin du monde. Mais à l'échelle de l'humanité, à l'échelle du vivant, la mort n'est pas une fin. La mort est au contraire la condition du recommencement. Elle est la condition de la perpétuation du cycle générationnel. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? On peut dire ça d'abord parce que la vie se nourrit de la mort. Il y a un poème de Baudelaire qui décrit assez bien ça. C'est son poème « Une charogne ». Et dans « Une charogne », Baudelaire décrit la dépouille d'un animal et il montre que, sur cette dépouille, la vie fourmille. Il nous parle de noirs bataillons de larves. Il nous parle de mouches qui bourdonnent et qui grouillent. On est dans le champ lexical de la vie. Un corps qui pourrit, ce sont des insectes qui se nourrissent. Ce sont des mammifères qui se nourrissent. Des chiens, des loups. La charogne, c'est le repas des charognards. Donc la mort nourrit la vie. Et en se décomposant, en retournant à la terre, la charogne nourrira la terre. Une terre qui accouchera de fruits et de végétaux qui serviront à nourrir les vivants. Donc c'est d'abord en ce sens que la mort est utile à la vie. Que la mort est un élément de la vie. La deuxième raison pour laquelle la mort est utile à la vie, c'est parce que si la mort n'existait pas, nous n'aurions aucune raison de nous reproduire. La fonction reproductrice n'aurait pas lieu d'être. Parce que se reproduire, c'est se perpétuer au-delà des limites temporelles de sa propre vie. Se reproduire, c'est se produire à nouveau. C'est se répliquer à l'extérieur de soi en plus jeune. Alors oui, l'enfant a sa propre vie et il a sa propre personnalité. Il n'est pas juste une extension de ses parents. On est bien d'accord. Mais du point de vue du parent, l'enfant, c'est la suite de soi-même. L'enfant, c'est l'être pour lequel on est prêt à sacrifier sa vie. C'est l'être dont la vie vaut davantage que la nôtre. Parce que c'est la version de nous-mêmes qui va mourir après nous et qui n'a pas encore été corrompue.
Donc même si la reproduction n'est pas à proprement parler une duplication, elle est un prolongement temporel de soi, une survivance de soi. La logique générationnelle voulant que le parent quitte ce monde avant son enfant. On a deux manières de laisser une trace de notre passage sur Terre. En produisant ou en se reproduisant. En créant ou en procréant. Les deux pouvant évidemment se combiner. Dans le cas de la reproduction, on se perpétue d'une génération. Après la mort, on continue d'exister dans la mémoire et dans le cœur de sa progéniture. À partir de la deuxième génération, la génération des petits-enfants, on existe encore après sa mort, mais de manière moins intense. Les parents sont 2, mais les grands-parents sont 4. Et même si on aime ses grands-parents et qu'on se souvient d'eux, la flamme de leur mémoire tend à être moins vive. Troisième génération, arrière-petits-enfants, la mémoire commence à décliner. On voit de vieux portraits en noir et blanc, on discerne une vague ressemblance physique avec nous-mêmes. Le nez, les yeux, mais ça s'arrête là. Et on a beau savoir qu'on n'existerait pas sans ces 8 arrière-grands-parents, on a beau savoir que nous sommes la trace vivante de leur passage sur Terre, le fait est qu'on n'entretient plus la flamme de leur mémoire. La deuxième manière de laisser une trace de notre passage, c'est la création. Création au sens large. Création d'une œuvre, artistique, scientifique, architecturale, mais aussi création de l'histoire. Les faits d'armes, les exploits, les règnes. De qui se souvient-on après des centaines, voire des milliers d'années? Des héros, des empereurs, des guerriers. De ceux pour qui, justement, mourir au combat était un moyen de continuer à vivre dans l'esprit de la postérité. Parce qu'ainsi, le monde retiendrait leur nom et on s'inspirerait d'eux des siècles après leur mort. Si les Spartiates étaient heureux de sacrifier leur vie au combat, c'est parce qu'ils savaient qu'ils échangeaient leur vie contre leur immortalité. Autre paradoxe. Mourir au combat, ce n'était pas mourir. C'était au contraire se garantir une immortalité dans l'histoire. Donc pour revenir à ce qu'on disait, la mort n'est pas un accident de la vie. La mort est la deuxième extrémité de la vie, comme la naissance est la première extrémité de la vie. Et c'est cette polarité de la naissance et de la mort qui constitue le cycle de la vie, c'est-à-dire le cycle de la génération et de la corruption. Et quand je parle de génération et de corruption, je n'emploie pas ces mots au hasard. J'emploie ces mots parce que ce sont ceux qu'utilise Aristote, disciple de Platon, dans un traité qui s'appelle précisément « De la génération et de la corruption », et dans lequel Aristote montre bien en quoi notre monde terrestre est intégralement soumis à cette loi. Donc tout ce qui existe a un commencement et une fin, et la corruption, ce n'est rien d'autre que la lente évolution de toute chose qui commence vers sa fin, selon l'idée qu'il faut bien laisser sa place au nouveau venu. Il faut bien que la mort fasse de la place pour la vie. Et donc là, il y a une notion sur laquelle on va devoir s'arrêter, qui est la notion de cycle. Qu'est-ce qu'un cycle ? Un cycle, c'est un mouvement circulaire qui nous fait passer d'un point A à ce même point A, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui fait coïncider les extrémités. Parcourir un cycle, c'est parcourir un cercle. Et si vous placez un point sur un cercle,
l'autre extrémité de ce cercle, c'est ce même point. C'est ce même point, mais après avoir effectué le tour du cercle. Donc parcourir un cycle, c'est parcourir un trajet qui nous ramène à la fois au point d'arrivée et au point de départ. En ce sens, le cycle héberge la dualité. Il héberge donc la totalité. Qu'est-ce qu'il se passe entre deux levées du soleil? Il se passe un tour complet du soleil dans l'horizon. Il se passe un zénith, un crépuscule, une nuit et un retour à l'aube. Donc durant un cycle du soleil, le ciel passe par toutes les teintes. Et toutes ces teintes manifestent la totalité des positions du soleil. Un cycle égale un parcours de la totalité. Et pour bien comprendre ce que signifie la notion de cycle, il faut ajouter que le cycle a besoin du temps. Ce qui fait que nous sommes soumis à la loi des cycles, à la loi de l'alternance des opposés, c'est que notre monde physique est de nature temporelle. Et donc en ce sens, le temps, c'est la force qui pousse toute chose à rejoindre son extrémité. C'est-à-dire à faire coïncider le point de départ et le point d'arrivée. Donc le temps, c'est une machine à déployer la totalité. Et c'est en cela que comprendre la notion de cycle, c'est comprendre la notion de totalité. Parce que c'est comprendre comment la totalité s'y prend pour se manifester dans le monde temporel. Et dans le monde temporel, la totalité se manifeste par le moyen de la dualité cyclique. Du positif et du négatif. Le positif a besoin d'un négatif qui l'accueille. Le négatif a besoin d'un positif qui le remplit. Et cette complémentarité des pôles, cette imbrication des opposés dans des cycles temporels qui roulent indéfiniment, c'est la manière dont la totalité se présente à nos yeux dans le monde temporel. L'éternel retour. Il y a un mot technique pour parler de ça, ça s'appelle la palingénésie. Et la palingénésie s'appuie sur l'idée que les contraires sont liés les uns aux autres par le cycle dont ils sont les opposés. Donc quand je dis que dans le monde temporel, la totalité se manifeste par la dualité cyclique, ça veut dire que les opposés définissent les extrémités d'une totalité et que la roue du temps met cette totalité en mouvement pour la rendre observable dans chacune de ses variations. Et donc si la corruption est nécessaire à l'ordre du monde, c'est au sens où la corruption est aussi nécessaire à la génération que la nuit l'est au jour ou que la mort l'est à la vie. La corruption est nécessaire à l'ordre du monde car elle est le versant négatif de la vie qui a besoin d'aller jusqu'au bout d'elle-même pour donner naissance à un nouveau cycle. Pour Platon, le monde sensible c'est-à-dire le monde de la matière, le monde physique dans lequel nous existons actuellement, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vraie réalité. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ça dans de précédents épisodes. L'idée, c'est de dire que cette réalité matérielle n'est qu'une émanation mobile et temporelle de la réalité éternelle et invisible qu'est la réalité des essences. La réalité des idées, c'est-à-dire des archétypes. Et nous-mêmes, nous sommes des êtres sensibles de par notre corps, mais nous sommes connectés à cette réalité des essences de par notre esprit. Le nous, c'est-à-dire la conscience. Pour Platon, limiter l'existence à l'existence matérielle, à l'existence physique sur Terre, c'est faire une erreur. C'est confondre
l'apparence de la réalité, la dimension sensible, avec l'essence de la réalité, la dimension intelligible. Alors certes, au quotidien, dans notre rapport au monde et aux autres, on a bien affaire à des entités physiques. Et ce que les physiciens nomment la réalité, c'est précisément cette réalité sensible. Cette réalité observable et mesurable. Donc si vous dites à un physicien que la réalité sensible n'est qu'une version mobile et temporelle d'une autre réalité, il risque de se gratter la tête en se demandant de quoi vous lui parlez. Pour Platon, tout ce qui existe dans le monde physique n'est qu'un exemple particulier, n'est qu'un cas particulier d'une réalité métaphysique inobservable que sont les essences, essences qui ne peuvent se faire connaître à nous que sous une forme matérielle, autrement dit, sous une forme temporelle et corruptible. Dans le monde sensible, nous avons affaire à des objets physiques temporaires. Temporaires, c'est-à-dire qui non seulement ont une fin, mais aussi qui ne cessent d'évoluer, puisqu'ils ne cessent de courir à leur propre fin. Ce qui veut dire une chose très importante, qui est que dans le monde sensible, rien n'est jamais identique à soi. Vous-même, vous n'êtes plus exactement la même personne que celle que vous étiez quand vous avez commencé à écouter cet épisode. La trentaine de minutes qui sépare l'instant actuel de l'instant où vous avez lancé l'épisode, c'est une trentaine de minutes pendant lesquelles, imperceptiblement, vous avez changé. Vous êtes plus vieux de 30 minutes par rapport au moment où vous avez commencé à écouter cet épisode. Et jusqu'à la fin de cet épisode, vous allez continuer à vieillir. Et jusqu'à la fin de cet épisode, vous allez continuer à vieillir. C'est ça, le caractère temporel du monde sensible. L'évolution. L'évolution en permanence. L'évolution de la matière qui se dégrade inexorablement et qui fait que votre corps se corrompt en même temps que votre conscience expérimente le monde et apprend de son expérience. Mais là où Platon va vous rassurer, c'est que vous n'êtes pas votre corps, car votre corps n'est que le vêtement de votre incarnation, et que vous ne vous définissez pas par vos vêtements. On trouverait extravagant de définir quelqu'un par sa tenue vestimentaire, parce qu'on sait que la tenue vestimentaire, même si elle dit quelque chose de la personne qui la porte, la personne n'est pas ce qu'elle porte. Quand la personne rentre chez elle et qu'elle retire ses vêtements, elle ne cesse pas pour autant d'exister. Tout au plus peut-on dire qu'elle cesse d'exister aux yeux des autres qui ne la voient pas sans ses vêtements. Mais elle continue d'exister dans l'intimité de sa nudité. Elle est peut-être même davantage elle-même que quand elle porte des vêtements et qu'elle interagit avec les autres. Elle est plus naturelle, plus spontanée, plus vraie. Bien de la même façon, notre corps représente l'interface par laquelle nous sommes en rapport avec les autres dans le monde de la matière. Mais pour Platon, notre véritable essence, ce n'est pas notre existence sur le plan sensible. C'est notre existence sur le plan intelligible. Le monde sensible est le monde du devenir. C'est le monde du mouvement, de la génération et de la corruption, de la naissance et de la mort. Mais pour Platon, le devenir n'est rien d'autre qu'une dégradation de l'être. L'être est immuable. Il est fixe. Il est éternel. Le devenir, c'est la mise en mouvement de l'être. C'est l'être qui se manifeste dans la temporalité et qui en passe par le cycle pour se faire connaître.
la position actuelle de la Terre n'indique pas l'essence de la Terre. Parce qu'en tout état de cause, ce que je viens d'appeler la position actuelle de la Terre n'est déjà plus la position de la Terre. La Terre n'a pas cessé de se déplacer pendant que je parlais d'elle. Son mouvement est indifférent à ce qu'on dit sur elle. Et c'est valable pour tout ce qui existe. Dire d'une chose ce qu'elle est, c'est l'arrêter dans son mouvement. C'est la figer dans le temps. Et donc c'est dire seulement un instant de ce qu'elle est. C'est dire un point de ce qu'elle est. La seule manière de dire ce qu'une chose est, c'est de dire ce que nous dit son cycle. Son cycle, c'est-à-dire l'intégralité des points qu'elle parcourt. Où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir au fait que, selon Platon, on fait erreur à chaque fois que l'on croit dire l'être d'une chose, alors qu'on ne dit en fait qu'un instant de son devenir. Parce que tout ce que je peux dire à propos d'un objet, de sa forme, de sa taille, de son apparence, ce sont des choses temporaires. Ce sont des attributs variables. Et la corruption, c'est le phénomène par lequel le devenir agit sur les choses. Et donc la conclusion de Platon, c'est qu'on ne peut rien dire du monde sensible qui soit à proprement parler vrai. Parce que quelque chose de vrai est supposé rester vrai. Tandis que tout ce que je pourrais dire à propos du monde matériel ne sera jamais qu'un instant de la vérité, et non la vérité elle-même. Et remarquez comme c'est intéressant, si vous analysez la racine du mot « instant », un privatif, et stan, ça veut dire qui tient ou qui se tient. Comme dans le verbe anglais to stand, qui veut dire se tenir. Donc un instant, c'est littéralement ce qui ne tient pas, ce qui ne dure pas. La conclusion, c'est qu'on ne trouve pas la vérité dans la matière. On trouve la vérité en sortant de la matière. Comme le prisonnier ne trouve pas la vérité dans la caverne, mais en sortant de la caverne. La caverne, c'est le foyer des ombres. C'est le foyer des faux-semblants. Parce qu'en cherchant la vérité dans les ombres, les prisonniers ne savaient pas qu'ils cherchaient la vérité dans ce qui n'était en réalité qu'un instant de la vérité. Un instant dégradé de la vérité. Quand on dit « la perfection n'est pas de ce monde », c'est platonicien. Ça veut dire, dans le monde sensible, il n'y a que des incarnations mobiles et imparfaites de la réalité intelligible. Rien n'est totalement pur dans le monde sensible. Rien n'est totalement harmonieux. Même les orbites des planètes donnent raison à Platon. Elles ne sont pas régulières, c'est-à-dire circulaires. Ce sont des ellipses, des cercles déformés, des cercles dégradés. Le monde de la matière est le monde de l'irrégularité. L'esprit humain, lui, aime les formes régulières. Il aime la perfection de l'abstraction. Platon y voit d'ailleurs une preuve de la réalité des essences, puisque l'esprit humain est attiré par elles. Mais dans la réalité sensible, dans notre monde physique, rien n'est absolument régulier. Rien n'est tracé à l'équerre et au compas. Pour faire du Magritte, un triangle n'est pas un triangle. C'est la représentation d'un triangle. Or, une représentation
est toujours imparfaite. Vous aurez beau vouloir tracer un triangle parfait, vous n'y arriverez pas. Parce que l'épaisseur du trait, parce que les irrégularités de votre règle, parce que les rugosités de votre feuille, vous empêcheront toujours de réaliser une figure parfaite. Elles vous en empêchent radicalement. On peut viser la perfection, mais on ne peut jamais l'atteindre. Pour Platon, le temps, c'est l'éternité perçue sous l'angle du devenir. Et la corruption, c'est la marque du temps qui ne peut se régénérer qu'en détruisant ce qui le fait exister. Je cite. « Quel est le but du philosophe ? Se détacher du corps autant que possible, car les distractions que donne le corps gênent l'âme dans sa poursuite de la vérité. Pour voir le bon en soi, le beau en soi et toutes les essences, le corps est un obstacle. On ne les saisit qu'avec la pensée seule et toute pure, en sorte qu'il faut attendre la mort pour que l'âme, séparée de lui, puisse atteindre pleinement la vérité. Le philosophe aurait donc tort de craindre la mort, après s'être exercé toute sa vie à s'abstraire de son corps, c'est-à-dire, en somme, après s'être exercé à mourir. Une ancienne tradition veut que les âmes qui ont quitté ce monde existent dans l'Hadès, et que de là, elles reviennent ici. Si nous étendons notre enquête de l'âme à tout ce qui a vie, nous constatons qu'une chose naît de son contraire, le plus grand du plus petit et le plus petit du plus grand, le beau du laid et le laid du beau, le sommeil de la veille et la veille du sommeil. C'est ainsi que la vie naît de la mort et la mort de la vie. Cette dernière génération est visible tous les jours. Nous ne voyons pas l'autre, celle qui va de la mort à la vie. Mais, à moins que la nature ne soit boiteuse, il faut l'admettre aussi. Si en effet, les naissances ne s'équilibraient pas d'un contraire à l'autre et se faisaient uniquement dans un seul sens, d'un contraire à celui qui lui fait face, et jamais inversement, tout finirait par être dans le même état. La génération s'arrêterait et tout tomberait dans la mort. On pourrait croire, au terme de cette exploration, que Platon condamne notre monde, qu'il ne le juge pas digne de valeur. C'est pas totalement faux. Mais ce serait oublier que, pour Platon, nous ne sommes pas condamnés à suivre la pente inexorable de la corruption. Nous pouvons l'éviter. Comment ? En nous débarrassant de l'idée que nous serions notre corps, en nous débarrassant de l'identification à la forme, et en apprenant à percevoir l'éternel derrière le temporel. Nul ne fait le mal volontairement, disait Socrate. C'était une manière de signifier que nous naissons tous inconscients. Nous naissons tous amnésiques de l'être. Et l'existence est le chemin par lequel on revient sur les pas de l'être pour le retrouver. Nul ne fait le mal volontairement, ça veut dire que l'ignorance est la cause de notre corruption. Nous ne faisons pas le mal pour faire le mal, nous faisons le mal parce que nous avons perdu la direction du bien. Et ce qui perturbe l'orientation vers le bien, c'est l'identification à la matière. C'est l'identification aux apparences temporaires qui nous fait perdre du temps dans notre quête des essences éternelles. Apprenez à reconnaître l'essence éternelle
derrière chaque chose, et vous voilà libéré de la corruption. Apprenez à percer le voile de matière qui dissimule le vrai à la vue. Vous voilà déjà dans le séjour des éternels. Car dès lors qu'on perçoit le vrai derrière les apparences, on perçoit l'éternité derrière le temps, on perçoit l'être derrière le devenir, on perçoit la vie derrière la mort. Je vous remercie.